Bonjour à tous. Donc, Amandine et moi-même allons continuer cette session HPV sur la mise en application pratique des recommandations donc en 2024. Donc, celles-ci ont été coordonnées donc, par Lucas et publiées par la SNFCP en 2022. Donc, si on revient rapidement sur ce que disent ces recommandations, donc d'abord, elles ont clairement défini les populations à risque de cancer de l'anus qui nécessitent un dépistage. Et donc, ce sont des populations dont le risque de cancer est supérieur à 45 pour 100 000 personnes années, c'est-à-dire à peu près le risque de cancer du côlon dans la population générale après 50 ans. Et donc ces populations sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et vivant avec le VIH de plus de 30 ans. Et deux nouvelles populations qui jusqu'à présent n'étaient pas ciblées par le dépistage, qui sont les femmes ayant des antécédents de cancer ou de lésions de dysplasie de haut grade de la vulve et pas du col liées aux HPV, et les femmes transplantées d'organes depuis plus de 10 ans. Donc comment dépister? Lucas nous en a déjà parlé. Rappelons toujours que tous les patients symptomatiques doivent avoir un examen proctologique. Et donc la nouveauté, c'est ce test de triage HPV 16. Et pourquoi le 16? Parce qu'il est responsable de la très grande majorité des cancers de l'anus. Et ensuite, comme Lucas nous en a parlé, les examens cliniques anormaux ou les cytologies anormales envoient le patient vers une anuscopie haute résolution. Concernant maintenant les populations qu'on dépiste, donc voilà, comme Anne vient de vous le dire et qu'on l'a déjà vu, le cut-off, c'est un risque de cancer de l'anus à plus de 45 cas pour 100 000 personnes aînées dans les populations. Donc on a dit les hommes VIH, homosexuels masculins de plus de 30 ans, les femmes qui ont eu des lésions cancéreuses ou précancéreuses vulvaires et les femmes greffées d'organes solides il y a plus de 10 ans. Ça, c'est les recommandations de la SNFCP, mais il y a d'emblée une nouvelle catégorie qu'il faut rajouter à ces recommandations à la demande des infectiologues, et ce sont les femmes VIH qui ont eu des antécédents de dysplasie cervicale de haut grade, qui n'étaient pas ciblés initialement. Et pourquoi les infectiologues nous demandent de les dépister? Parce qu'on n'a aucune donnée spécifique dans cette sous-population bien précise qui cumule le risque du VIH et de la dysplasie cervicale. Et donc par principe de précaution, on nous demande de les dépister également. Et puis, un petit mot, une petite interrogation, c'est le risque chez les transplantés. Ce qu'on disait pour l'instant, les patients transplantés d'organes n'étaient pas ciblés par le dépistage. Donc pourquoi est-ce qu'on les dépiste? Quand on regarde un petit peu dans la littérature, j'ai deux papiers à vous montrer pour voir un peu le risque dans l'ensemble de la population transplantée. Premièrement, cette méta-analyse de 2013 où on avait plus de 240 000 patients transplantés qui étaient concernés et on avait environ 12 cas de cancer de l'anus pour 100 000 personnes années. Donc on est encore loin des 45 cas demandés. Et puis une autre étude de 2013, pardon, l'autre était 2020, de Madeleine, qui concerne une énorme cohorte de patients transplantés américains et qui a évalué l'incidence des lésions précancéreuses et cancéreuses en lien avec l'HPV sur les différents sites. On avait dans cette enquête 103 cas de cancer de l'anus, avec une incidence qui était de 12,3 cas pour 100 000 personnes années, donc on est sur les mêmes chiffres que l'enquête précédente, et une différence ratio homme-femme de 1,8. Donc même si on calcule, là, on est encore loin aussi des 45 cas pour 100 000 personnes années. Alors pourquoi est-ce que ça a été retenu? Parce qu'en fait, les recommandations de la SNFCP se basent sur cette enquête, cette méta-analyse de Clifford de 2021, qui a repris les données de l'énorme cohorte des patients transplantés américains en les actualisant 8 ans plus tard, avec donc un nombre de cancers de l'anus chez les hommes et chez les femmes plus important. Et ils ont demandé à récupérer des données démographiques, à savoir l'ancienneté depuis la greffe, et puis également l'âge des patients, et ils ont stratifié l'incidence du cancer par sous-catégorie. Et en fait, il y a une seule sous-catégorie où on dépassait les 45 cas pour 100 000, c'était les femmes qui avaient une greffe d'organes solides il y a plus de 10 ans, où il y avait 44 cancers dans cette étude, dans cette sous-population bien précise, contre 28 cas chez les hommes greffés depuis plus de 10 ans. Donc quelques petites interrogations, c'est que finalement ça repose sur juste cette donnée, qui est une énorme cohorte, mais 44 cancers. Les hommes, du coup, sont exclus. Certes, ils ont un risque moindre, mais ça peut poser question aussi à nos collègues transplanteurs de est-ce qu'il faut vraiment ne dépister que les femmes, alors que les hommes, on est à 28 cas de cancer, donc voilà, on n'est pas non plus sur une différence si astronomique. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres facteurs de risque chez ces femmes qui ont fait des cancers de l'anus? On ne sait pas s'il n'y avait pas eu des lésions dysplasiques vulvaires, des lésions dysplasiques cervicales associées. Et puis, c'est une population, les patients transplantés, qui est extrêmement hétérogène, puisque les organes greffés ne sont pas les mêmes, les traitements immunosuppresseurs, les degrés d'immunosuppression ne sont pas nécessairement les mêmes, et ça, on n'a pas de données dessus.
Et quand on regarde à l'international, il y a des nouvelles recommandations qui ont été publiées cette année par l'International Anal Neoplasia Society, qui, elle, recommande un seuil de dépistage beaucoup plus bas et qui nous propose de dépister les patients dès qu'on a un risque qui est supérieur à 17 cas de cancer de l'anus pour 100 000 personnes années, ce qui correspond finalement à une multiplication par 10 du risque de cancer de l'anus par rapport à une population standard. Et donc quand on regarde leur proposition de recommandation 2024, en fait ils rajoutent des catégories en plus. Donc on a les mêmes que ce qu'on a dans les recommandations de la SNFCP, mais on avait une indication, enfin une proposition de dépister également les hommes hétérosexuels infectés VIH dès qu'ils ont plus de 45 ans, les hommes homosexuels ou les femmes transgenres non VIH dès qu'ils ont plus de 45 ans, et ils proposent également de faire un dépistage de l'ensemble des patients transplantés hommes et femmes dès 10 ans après la greffe. Et il rajoute également une autre catégorie à risque dit intermédiaire, où là c'est de la discussion au cas par cas partagée avec le patient, et on peut leur proposer un dépistage dès 45 ans. Donc ça amène à réflexion. Alors, comme vous l'aurez compris, en fait, l'idée de ces nouvelles recommandations, c'est aussi de mettre en première ligne, finalement, les médecins non proctologues qui voient les patients qui sont à haut risque de cancer de l'anus. Donc, on voulait savoir un petit peu ce que savaient ces médecins, c'est-à-dire les infectiologues, les gynécologues et les transplanteurs, 2 ans après la publication de ces recommandations. Alors, malheureusement, on n'avait pas accès à de vastes mailing lists d'infectiologues, de transplanteurs et de gynécologues. Donc, Amandine et moi-même avons envoyé, en fait, des questionnaires dans nos centres et à nos connaissances, on va dire. Et donc à la question « Avez-vous eu connaissance de la publication des RCP sur les lésions précancéreuses de l'anus ?» avec 35 réponses, ils étaient 43% à dire non. Et comme vous le voyez en bas, c'était surtout chez les gynécologues et les transplanteurs, puisque ce sont les 2 catégories qui sont nouvellement recommandées. Donc l'idée également, comme on aimerait qu'ils soient en première ligne, eh bien ça va être aussi à eux, ces médecins non proctologues, de poser la question est-ce qu'il y a des symptômes proctologiques, et également de proposer la PCR. Donc à la question, lors de vos suivis de patients ayant un haut risque de cancer de l'anus, demandez-vous s'il y a des symptômes proctologiques. On peut voir que cette question n'est posée finalement que dans 28% des cas, et dans 20% des cas, jamais. Et pour proposez-vous ce dépistage dans votre pratique clinique, c'est répondu oui pour 25% et partiellement pour 34%. Donc on voit bien que si on veut que ces recommandations soient appliquées, il va falloir qu'on fasse un effort de communication quand même très important vis-à-vis surtout des gynécologues et des transplanteurs pour qu'ils posent la question des symptômes et qu'ils prescrivent ce test. Donc jusqu'à présent, les recommandations ne donnaient pas de guidelines particulières sur le test en pratique. Depuis, des études, notamment celle de Valentine Ferry, ont validé l'autoprélèvement. Il s'agissait d'une cohorte de 200 patients qui ont eu un autoprélèvement, puis un examen proctologique avec une PCR réalisée par le médecin. On peut voir que l'acceptabilité de l'autoprélèvement était donc excellente. C'était préféré par 60% des patients, avec une meilleure cellularité et une meilleure performance moléculaire. Donc en pratique, quelle peau, quelle brosse ? Je pense qu'on peut utiliser un écouvillon en nylon floqué plutôt qu'une brossette, qui est quand même pas très confortable. Si on veut faire uniquement une PCR, on peut utiliser un transport viral. Par contre, si on veut faire une cytologie réflexe en cas d'HPV-16 positif, comme c'est fait un peu pour le col, il faudra décharger dans un milieu de cytologie sans lubrifiant. L'idée, probablement, pour les transplantés et pour les patients vivant avec le VIH, ce serait d'inclure ces tests dans les hôpitaux de jour et les consultations et de faire la cytologie réflexe. En ville, c'est aussi possible de faire le test HPV. Et les frottis, c'est aussi possible au cabinet du proctologue en ville. Il suffit de demander le matériel à la NAPAT. Alors, il y a le problème du rendu des HPV au risque non 16, puisque souvent, dans la vraie vie, en fait, ils utilisent des kits qui ne testent pas que le 16. Donc, d'après les recommandations, il ne faudrait pas en tenir compte, mais ce n'est pas toujours facile vis-à-vis du patient. Et pour le moment, à Rennes et à Bichat, on a décidé en fait de cacher le résultat des HPV au risque non 16. Et comme Lucas nous en a déjà parlé, il y a le problème du remboursement. Donc en ville, en tout cas à Paris, c'est de l'ordre de 60 € à la charge du patient. Alors quelle est l'adhésion au test ? À la question quel est le pourcentage de patients qui réalisent effectivement le test quand vous l'avez prescrit ?
Il a été répondu à peu près 70% en moyenne, ce qui est plutôt bien, hein. Je pense qu'avec l'examen proctologique systématique, on n'était pas à ça. Et pensez-vous que l'utilisation du test puisse améliorer l'adhésion ? Effectivement, là, tout le monde était d'accord. On peut bien imaginer que faire un écouvillon anal, c'est quand même plus facile et mieux accepté par les patients qu'un examen proctologique systématique. Et puis, quand on a un HPV-16 positif dans l'anus, on est un peu plus motivé à aller voir le proctologue si on était réticent initialement. Alors, bien sûr, il y a, comme Lucas l'a soulevé, le problème de l'accessibilité à l'anuscopie haute résolution. Alors, c'est un petit peu difficile d'estimer le nombre de patients qui vont devoir avoir besoin d'une anuscopie haute résolution, mais on sait à peu près que 28% des patients vivant avec le VIH, HSH, ont un test HPV-16 positif, et puis à peu près 20% vont avoir un frottis au grade, donc ça fait quand même pas mal d'anuscopies haute résolution, auxquelles il faudra rajouter les anuscopies haute résolution de suivi des lésions de dysplasie. Donc, il y a l'annuaire de la SNFCP, il y a la formation de dysplasie avec Isabelle Etienne, mais c'est vrai qu'on pense que si tout le monde suivait l'algorithme, on serait peut-être certainement pas capable de faire toutes ces anuscopies haute résolution. Alors, que faire quand on n'a pas accès? Alors, certes, moins de 40% des lésions de dysplasie de haut grade sont invisibles à l'œil nu, et on sait effectivement que traiter les lésions de dysplasie de haut grade va diminuer le risque de cancer. Mais je crois qu'il faut aussi relativiser aussi les choses, puisque la cohorte AIN3 nous a appris que l'évolution de l'AIN3 vers le cancer, c'est moins de 1,2% par an, et que la cohorte SPANC nous a appris qu'il y avait une régression aussi spontanée d'un certain nombre de dysplasies de haut grade. Donc c'est pour ça que dans les recommandations, en l'absence d'anuscopie haute résolution, il est recommandé de faire des examens cliniques annuels. L'idée également, ce serait peut-être aussi d'améliorer la performance de notre examen clinique standard, puisque je pense qu'on n'est quand même aujourd'hui pas très bien formé à la détection de ces lésions de dysplasie de haut grade, qui sont quand même des lésions assez trompeuses, macroscopiquement très différentes, qu'on peut le voir un peu sur ces photos. Et donc, c'est vrai qu'aussi un des intérêts de la formation à l'anuscopie haute résolution, c'est probablement d'être capable d'améliorer la performance de son examen clinique standard. Et un dernier point maintenant sur le traitement et le suivi de la dysplasie. Donc les modes de traitement, comme on a déjà un peu abordé, au cours de l'anuscopie haute résolution, on a recours à l'infrarouge. On peut également faire de l'électrocoagulation au bistouri électrique après une anesthésie locale. Et puis pour les lésions de petite taille, la biopsie XRS peut suffire. Après, il y a des patients qu'on prend en charge au bloc opératoire, soit pour des gestes d'électrocoagulation sur des lésions plus étendues, soit pour des résections chirurgicales sur des lésions qui sont bien circonscrites, et d'autant plus s'il y a une suspicion de foyer cancéreux en leur sein. Et puis la dernière option, c'est le traitement à domicile par imiquimod, essentiellement pour des patients qui ont des lésions marginales de grande taille, étendues, récidivantes, qu'on ne peut pas traiter de façon, on va dire, sûre pour le patient, avec des risques du coup de séquelles, et c'est utilisé notamment par les gynécologues également sur les lésions vulvaires. Un petit exemple d'un homme de 50 ans, infecté VIH, homosexuel masculin, tabagique, qui avait un frottis en dysplasie de haut grade avec de l'HPV-16, qui avait une lésion postérieure, acidophile, avec des ponctuations fines et larges, enfin, une lésion assez typique de dysplasie de haut grade endo-anal postérieure, qui est traitée donc en anuscopie haute résolution par du bistouri électrique. Là, vous voyez la lésion. Et puis qui revient 6 mois après avec une récidive d'une lésion qui est plus cette fois-ci postéro-latérale droite et qu'on peut retraiter de la même manière. On aurait pu faire de l'infrarouge, on aurait pu faire autre chose dessus. Concernant l'intervalle de surveillance, ce qui est recommandé, c'est que tant que vous avez de la dysplasie de haut grade, on refait des anuscopies haute résolution tous les 6 mois. Pour un patient qui a uniquement de la dysplasie de bas grade, c'est une surveillance annuelle, idéalement par l'anuscopie haute résolution. Et puis, j'ai mis des propositions de désescalade, c'est-à-dire que si vous avez un patient qui a eu de la dysplasie de haut grade et que vous avez, je dirais, 2 examens successifs rassurants où elle n'est plus retrouvée, peut-être qu'on peut proposer à ce moment-là de passer à 1 an l'intervalle de surveillance. Et si vous avez un patient qui a eu des antécédents de dysplasie de bas ou de haut grade et qui a eu plusieurs examens normaux, à ce moment-là, peut-être envisager la désescalade vers une consultation standard avec frottis. Ce qui est important, c'est de poursuivre la surveillance à vie de ces patients, en tout cas tant que leur état général le permet. Et un dernier petit point sur des situations hors clou, parce que là, on a dit l'application des recommandations, mais on a tous des situations un peu bizarres avec des patients frottés à tort ou des patients qui n'ont pas eu que de la virologie, qui ont eu de la cytologie d'emblée, et des fois, on est un peu coincé. Donc, c'est un algorithme qui n'engage que moi, qui est soumis à la discussion.
Première situation, c'est le patient que vous voyez qui a eu un frottis, mais qui n'avait pas d'indication, en tout cas dans les recommandations actuelles de la SNFCP, il n'appartient pas aux 3 catégories à risque. Il est HPV-16 positif. Si la cytologie n'a pas été faite, en théorie, on peut peut-être s'arrêter là. Notamment, c'est le cas du patient PrEPper qui vous est adressé par l'infectiologue, qui n'appartient pas aux catégories avec une indication de dépistage. Personnellement, je m'arrêterai là et je n'irai pas forcément plus loin. Si la cytologie est normale, d'autant plus, on se dit on est content, on s'arrête là. Je mets un petit bémol, c'est hors terrain à risque, ça veut dire quoi? Si c'est un patient HPV-16, mais qu'en fait c'est une femme qui a déjà eu des lésions précancéreuses au niveau du col, peut-être que ça vaut le coup quand même de lui proposer un suivi, peut-être de lui faire le frottis pour la cytologie si elle ne l'a pas eu. Elle, ça paraît quand même difficile de ne rien faire sur un HPV-16 anal. Et puis, si votre patient il est HPV-16+, et qu'il a du haut grade sur le frottis, la question ne se pose pas, il faut qu'il ait une anoscopie haute résolution. Et si le frottis dit dysplasie de bas grade, je pense que c'est raisonnable aussi de lui proposer l'anoscopie haute résolution, comme pour les patients qu'on dépiste. Si maintenant il n'a pas d'HPV-16, mais évidemment vous avez d'emblée la cytologie, elle est normale, on s'arrête. Elle est haut grade, on lui fait l'anoscopie haute résolution. Si elle est bas grade, donc un patient qui n'a pas d'indication de base, HPV-16 négatif, cytologie de bas grade, nous on aurait tendance à lui proposer de refaire le frottis à 1 an et d'espacer si c'est rassurant. On a des données RNS qui ne sont pas encore publiées qui laissent entendre qu'en l'absence d'évolution à 1 an et en l'absence d'HPV-16, on a beaucoup moins de risques d'apparition de dysplasie de haut grade secondairement. Et dernière situation, c'est le patient qui avait une indication de frottis, sauf qu'il n'a pas eu que l'HPV-16, il a eu aussi la cytologie, et évidemment il n'est pas HPV-16 positif. Donc il n'a pas d'HPV-16 du tout. Il a une cytologie normale, on revient sur les recommandations qu'on a déjà vues, on le recontrôlera dans 5 ans. Il a une cytologie haut grade, on lui fait l'anoscopie haute résolution, on est obligé. Et s'il a une cytologie de bas grade, je dirais le même principe, recontrôler à 1 an et puis réespacer, peut-être lui refaire le frottis du coup à 5 ans pour la recherche d'HPV-16 la prochaine fois. Si maintenant on nous répond classiquement le test HPV-16, enfin HPV haut risque positif, l'espèce de fourre-tout où il n'y a pas le 16 mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, sur le même principe, cytologie normale, moi je recontrôlerai qu'à 5 ans, haut grade, l'anoscopie haute résolution, et si on nous répond HPV haut risque avec du bas grade, est-ce qu'il ne faut pas quand même envisager de les voir en anoscopie haute résolution parce qu'on n'a pas trop de données sur cette population bien précise, ou au moins de refaire un frottis précocement. En conclusion, pour terminer cette présentation, on vous propose d'essayer d'augmenter la communication envers nos collègues infectiologues, gynécologues, transplanteurs, parce que c'est vraiment sur eux que va reposer la première ligne de dépistage pour qu'ils proposent le test HPV-16 et surtout qu'ils posent bien la question aux patients s'il y a des symptômes proctologiques, et dans ces cas-là, c'est plus du dépistage, c'est de la consultation proctologique d'emblée. C'est important qu'on continue la validation de l'autoprélèvement qui a montré des résultats extrêmement encourageants sur la virologie. C'est important aussi que chaque centre puisse élaborer un circuit de dépistage. Il y a encore des centres dans lesquels les frottis ne sont pas mis en place. Et toujours ce problème d'accessibilité à l'anoscopie haute résolution qui nécessite plus de formation pour qu'il y ait plus de centres et un délai d'accès plus facile. Merci beaucoup. On va rappeler Lucas pour les questions. Bravo à tous les 3 pour ces 2 belles présentations qui vont peut-être susciter des questions. J'en vois déjà une là-bas. Ouais. Tu veux que je démarre? Oui, juste sur les recommandations, je te remercie, Lucas. La question que je me pose, c'est qu'effectivement, au niveau des infectiologues, puisqu'on essaye de leur redonner la main pour nous alléger, dans les recos, mais je peux dire une connerie, c'est HPV-16 qui est le screening. Négatif, on refait à 5 ans. Positif, on décline. Est-ce que on a des données factuelles suffisantes, notamment dans les populations à risque? Et je reviens sur la dernière diapo pour dire que quand on est HPV-16 négatif, finalement, ils n'auront aucun examen proctologique et on les reverra à 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse prise de risque à ce niveau-là? Parce que finalement, si on le donne aux transplanteurs et aux infectiologues, avec une information dans la pratique, quand ils viennent te voir, tu leur dis pourquoi vous venez me voir, je ne sais pas, et que quand même, une des parties de la sécurité, c'est de leur expliquer qu'ils ont un risque x50 et qu'au moindre symptôme qu'ils reviennent, j'ai un peu peur qu'il y ait une partie de la population qu'on voit arriver avec des cancers alors qu'ils étaient dans le screening. Ou alors il faut dire HPV plus cyto dans les recommandations.
Alors c'est vrai que l'HPV-16, on peut avoir un cancer de l'anus non lié à l'HPV, mais l'HPV-16 c'est globalement 80% des cancers de l'anus. Et dans les études sur l'évolution des lésions précancéreuses vers le cancer, et notamment la cohorte AIN3, mais c'est pas la seule, la présence d'HPV-16 est quand même un facteur de risque majeur, parce que avoir des lésions précancéreuses, elles peuvent régresser quand même spontanément, et ça c'était la cohorte SPANC. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas les lâcher dans la nature en disant votre test HPV-16 est négatif, on se revoit dans 5 ans, quoi qu'il se passe. Effectivement, il y a une sensibilisation qui est à faire. Pour le moment, globalement, c'est quand même le proctologue qui réalise ce test HPV-16, donc c'est vrai que c'est l'occasion de faire une consultation spécifique, de les sensibiliser sur ce sujet, et notamment leur dire qu'en cas de symptômes, il faut les revoir dans l'intervalle. Ça, je pense que c'est un message qui est très important. Pour le moment, il passe par le proctologue. Effectivement, dans la mesure où on veut un petit peu délocaliser, si je puis dire, ce test HPV et ce qui soit fait par les gynécologues et les infectiologues, il faudra qu'ils interrogent leurs patients et qu'ils les sensibilisent sur ce point-là. Mais globalement, la probabilité en cas de test HPV-16 négatif de développer un cancer, je n'ai pas un chiffre exact à donner, mais elle est quand même assez faible. Mais très clairement, il peut y avoir des trous dans la raquette et il peut y avoir des cancers d'intervalle. Pour l'instant, ces recommandations, nous, on les applique depuis qu'elles sont sorties, ça fait à peu près 2 ans de recul. Je n'ai pas eu de cancer d'intervalle chez des patients qui avaient eu un test HPV négatif, mais évidemment 2 ans de recul, c'est clairement pas suffisant. On est sur des lésions qui évoluent en 15-20 ans. Mais j'ai eu par contre effectivement un cas de cancer d'intervalle entre 2 anuscopies haute résolution chez un patient qui avait une lésion étendue de haut grade et qui au contrôle à 6 mois avait développé un petit T1. Donc je pense qu'il faut avoir un message quand même, il faut les rassurer, mais il faut les sensibiliser en même temps. Et c'est vrai que pour l'instant c'est le proctologue qui le fait et qui le fait sûrement très bien. Et si c'est à l'avenir l'infectiologue, le gynécologue qui prend le relais, il faut communiquer avec eux et insister sur ce point-là on consulte en cas de symptômes. Et le dépistage systématique, c'est vraiment que les patients asymptomatiques. Après, globalement, c'est aussi des patients qui sont assez sensibilisés et assez demandeurs d'un suivi. Et moi, j'ai quand même le cas de patients qui, quand je leur dis on se revoit dans 5 ans, me disent j'aimerais bien faire un petit contrôle, revenez vous revoir avant. Évidemment, je ne les mets pas à la porte et je ne leur interdis pas. Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. Pour les situations hors clou, j'ai une petite question à Amandine. On a eu des cas de figure effectivement d'une cytologie avec un test HPV. On a eu des hauts risques positifs et ça sort Ascus. Et j'ai eu la discussion surtout avec notre expert Lucas donc, à Saint-Joseph. Et on a tendance à faire des anuscopies haute résolution pour ces patients ou ces patientes et on tombe sur des lésions parfois de dysplasie de haut grade. C'est quoi votre expérience à Rennes concernant ce cas de figure? Merci. Les Ascus, en général, nous, on les considère équivalents à bas grade. Donc, je réagis de la même manière. Après, si effectivement, c'est ce que je mettais à un patient qui a une cytologie, surtout adressée par un centre, généralement, ils sont à quelques centaines de kilomètres, ils nous envoient une demande avec un patient où on sait qu'il y a de l'HPV haut risque et une cytologie Ascus ou LCIL. Je me vois mal leur dire, refaites votre frottis, refaites un test HPV-16. Généralement, je les fais venir directement et je fais une anuscopie haute résolution. Et on trouve des choses, effectivement, c'est possible. Ouais. Merci beaucoup. Une dernière question au fond. Si je peux juste rajouter un point qui me semblait important sur les recommandations, c'est qu'il faut bien comprendre que les recommandations, le but, c'est pas de dépister toutes les lésions précancéreuses et toutes les lésions de haut grade. Clairement, avec ces stratégies, on va en manquer beaucoup. Mais c'est vraiment de cibler le dépistage sur le diagnostic et la prise en charge des lésions précancéreuses qui seront le plus susceptibles d'évoluer vers le cancer. Bonjour, Manuela Campanile, Marseille. Merci pour ces présentations très claires. Ma question concerne votre attitude sur le vaccin Gardasil chez les patients adultes, y compris les patients qui sont déjà infectés. Puisqu'on sait que, bien évidemment, l'idéal, ce n'est pas tellement une question d'âge chez les hommes comme chez les femmes, mais c'est plutôt l'idéal de le réaliser avant le premier rapport sexuel. Alors,
Et maintenant, les recommandations, l'AMM est pour jusqu'à 18 ans, puis 26 ans, etc. Mais à cet âge-là, beaucoup de patients ont déjà eu des rapports. Alors, actuellement, il y a quand même une tendance à vacciner aussi les adultes. Il y a de plus en plus d'articles, y compris parmi des revues à fort impact factor, comme le Lancet, etc., qui montrent l'efficacité de ce vaccin à tout âge. Moi, je voulais savoir quelle est votre attitude dans vos centres pour le vaccin chez les adultes. Est-ce que vous vaccinez tous les patients, y compris ceux qui sont à haut risque, les patients VIH? Qu'est-ce que vous faites dans votre pratique au quotidien? C'est vrai que tu me contraries. Il n'y a pas vraiment normal. Enfin, c'est un débat qu'on a à peu près à chaque fois qu'on parle de l'HPV. C'est sûr que il n'y a pas de données vraiment très très probantes pour recommander ça. Après. Il y a des patients qui sont demandeurs et je crois que effectivement, s'ils demandent, personnellement, je le prescris. Mais je crois, à ma connaissance, qu'il n'y a pas de recommandation officielle de le faire aujourd'hui en dehors. Ben, c'est vrai. Non, il n'y a pas encore de recommandation officielle pour le moment, effectivement. Mais c'est vrai, moi je trouve même dans la pratique clinique de nos patients, il y a quand même un impact très positif, avec une négativisation des patients qui souvent étaient HPV 16+, et qui portaient ce virus dans les années, en fait, qui sont négativisés après le vaccin. Beaucoup de patients aussi qui avaient des dysplasies de haut grade récidivantes, des patients avec des maladies de Bowen, etc. Alors certes, ce n'est pas des recommandations absolument, mais c'est une observation de patients que je vois fréquemment, des patients qui ont été obligés de reprendre tous les 3 mois pour brûler des lésions, etc., qui finalement, lorsqu'ils ont accepté de faire le vaccin, eh bien, ils n'ont plus récidivé. Donc, on les surveille et on n'a plus besoin de les réopérer, en fait. Ou également des patients VIH immunodéprimés qui avaient des condylomatoses extensives qui récidivaient de manière très importante. Pareil, il y a eu quand même une, comment dire, je ne dis pas que ça ne reviendra jamais plus, mais il y a quand même une réduction de la gravité de la maladie et du risque. Alors, on le propose, mais c'est vrai qu'actuellement, le consensus n'est pas uniforme en France et parmi tous les spécialistes. Et ça pose un peu problème parce que parfois, les patients veulent se vacciner, ils vont chez le pharmacien et le pharmacien elle dit « Ah non, c'est que pour les jeunes filles de 18 ans, jusqu'à 18 ans. » Le généraliste dit une chose, le gynéco dit l'autre. Et c'est vrai que... Merci, ça nous encourage à dire qu'il faut respecter effectivement et encourager les jeunes à la vaccination, et peut-être que nous on n'est pas toujours placés à voir des jeunes et les vacciner à l'âge avant les premiers rapports, et ça nous encourage aussi à participer à des études pour avoir des réponses à ces questions qui sont importantes. Merci. On va peut-être prendre une dernière question au fond. Laurent? Bravo, c'était très clair, c'était très bien. Vous avez soulevé les problématiques. J'en ai 2. Comment concrètement un patient qui vient avec HPV 16, il faut qu'il fasse la cytologie. Donc comment vous gérez la cytologie? Alors, sauf dans des centres souvent experts qui vont faire la cytologie réflexe. Mais vous voyez le patient, il est HPV 16, vous l'examinez. Et il faut qu'il revienne vous voir avec le cyto, comment on gère ce ping-pong et comment on essaie de raccourcir. Et deuxièmement, Amandine, tu nous parles de l'anuscopie de résolution. Alors, on n'a pas accès à l'anuscopie, enfin, on a un accès difficile à l'anuscopie. Et pour des populations plus larges, tu dis, systématiquement, lorsqu'on a un élargissement de l'indication, il faut systématiquement faire l'anuscopie de résolution. Il n'y a jamais la place de l'anuscopie standard. Est-ce qu'il n'y a jamais la place de l'anuscopie standard? Pour la première question, donc, ayant une activité mixte libérale et hospitalière, c'est vrai qu'à l'hôpital, on va mettre en place la cytologie réflexe. Après, en ville, moi, j'ai demandé à mon anapathe le matériel pour faire la cytologie au cabinet qui m'a envoyé. Et donc, quand je vois un patient qui arrive avec un test HPV 16, je fais l'examen standard et je peux faire la cytologie. Après, ce qui n'est pas très facile, c'est qu'on a les résultats après. Et donc, ça oblige à reconvoquer. Mais bon, c'est une possibilité. Évidemment, le mieux, c'est de pouvoir voir le patient avec les 2 résultats en même temps, mais il n'y a que la cytologie réflexe qui peut permettre de faire ça. Merci. Donc, nous, on n'est pas tout... juste pour répondre à la deuxième question, juste pour dire, nous, à Rennes, on n'est pas dans l'application encore stricte, parce que quand on les voit avec une indication, on fait toujours la cytologie et la virologie en même temps, en première intention, pour ne pas avoir à les reconvoquer, justement. Et sinon, non, je ne fais pas venir tout. Enfin, j'indique pas l'anuscopie haute résolution chez tout le monde. C'est juste les patients qui nous sont adressés pour une demande d'anuscopie haute résolution, qui est parfois un peu borderline.
par simplicité, parce que c'est compliqué de recontacter et de demander un dépistage dans des centres où on ne sait pas si ce sera forcément bien fait, j'ai tendance à faire venir. Après, évidemment, je pense que l'anuscopie standard pour le patient qui va avoir par exemple un HPV 16 au risque et un frottis ascus, elle peut être intéressante. On peut envisager juste de le recontrôler aussi à 1 an pour voir si c'est stable ou quelque chose comme ça, hein. Je n'encourage pas à adresser tout le monde en anuscopie haute résolution, sinon on s'en sortira plus du tout. Donc, merci beaucoup. Pour rester dans les temps, on va stopper les questions. Merci encore à tous les 3 parce que vous avez fait une présentation très claire et très agréable.